Bonjour et bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo de Bruno Raconte. Tout d'abord, si vous regardez cette vidéo en janvier, je vous souhaite une bonne et heureuse année. En cette nouvelle année, nouvelle vidéo, nouveaux concepts et nouveaux designs. J'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à actionner le pouce bleu et à vous abonner. Il y aura 4 dates, parce que si nous évoquions tous les éléments de janvier dans l'histoire, la vidéo durerait 2 mois, et puis parce qu'il a bien fallu faire un choix. Alors commençons. Direction les mois de janvier, générique. 23 janvier, moins 52. Gaulois. Battons-nous pour devenir et rester un peuple libre et uni. Chassons ensemble les Romains en dehors de Gaule. Ils sont nos ennemis. Et ceux qui les servent, des traîtres. C'est peut-être un discours comme celui-ci qui a permis à Vercingétorix, ancien compagnon d'armes de Jules César, de fédérer les tribus gauloises contre les légions romaines et d'être nommé à la tête de la rébellion des Gaulois. Mais pourquoi les Gaulois, pourtant en bon terme jusque-là avec les Romains, se sont-ils soulevés? 6 ans auparavant, la tribu gauloise des Édouins, ne voulant pas que les Helvètes traversent son territoire, a demandé aux légions de César d'intervenir. César, qui cherchait une victoire militaire, se sert de ce prétexte pour arriver à ses fins. Il décide de venir en aide aux Édouins, et comme il l'écrira plus tard dans son récit La guerre des Gaules, il est venu, il a vu et il a vaincu. Il est même resté, il en a profité pour faire du zèle et envahir toute la Gaule. La Gaule étant occupée, les Gaulois doivent donc fournir aux légions sur place nourriture, fourrage et hommes. Les Gaulois commencent à s'énerver contre ceux qu'ils considèrent comme des envahisseurs, car depuis 2 ans maintenant, les récoltes sont mauvaises et la famine se fait sentir. Les différentes tribus attaquent les légions romaines, mais comme elles ne sont pas coordonnées, ces attaques n'affaiblissent pas les forces de César. C'est à ce moment que Vercingétorix réussit à unir les peuples gaulois et à massacrer la légion de la ville de Cénabum, actuelle Orléans. Les Gaulois se réfugient à Gergovie, sur les hauteurs d'un promontoire, et attendent les troupes de César. Il lui inflige là sa première défaite. Il se déplace ensuite à Alésia, et tente d'utiliser la même tactique qu'à Gergovie, mais César choisit d'attendre et d'encercler le camp des Gaulois. Après plusieurs semaines, les vivres commençant à manquer, Vercingétorix et ses hommes n'ont pas d'autre choix que de se rendre et de déposer les armes. La Gaule restera sous domination romaine pendant 400 ans. 26 juillet 1477. Des cris et des pleurs retentissent dans le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Marguerite de Foix, femme de François II, donne naissance à la jeune Anne, et la déception est grande. On espérait un héritier mâle, et c'est une fille qui vient de naître. Mais qu'est-ce qui fait d'Anne, qui deviendra duchesse de Bretagne et 2 fois reine de France, le symbole de la Bretagne rebelle et résistante? Anne est couronnée duchesse de Bretagne à ses 11 ans, suite à la mort de son père, et cherche protection auprès de Maximilien Ier, futur empereur. Elle promet à son père de toujours protéger la Bretagne du royaume de France, car Louis XI lorgne sur le duché. Après 18 ans de guerre, en 1488, les armées de Bretagne subissent une écrasante défaite et perdent plusieurs villes de Bretagne, comme Rennes, Dinan et Saint-Malo. François II doit signer le traité du Verger qui stipule qu'Anne ne peut se marier sans l'accord du roi. Il meurt 1 mois plus tard, laissant à Anne le titre de duchesse. Après un premier mariage avec Maximilien d'Autriche sans l'accord du roi, celui-ci sera annulé. Elle épouse Charles VIII, puis à la mort de celui-ci, Louis XII. Mais pourquoi? Parce qu'en épousant Anne, Charles joint la Bretagne au royaume de France. Les époux se font dotation mutuelle sur les droits du duché. Qu'est-ce qu'au? En gros, le premier qui meurt laisse les droits sur le duché à l'autre, et à ce petit jeu, c'est Charles qui perd. Pour préserver la paix, elle épouse en seconde noces Louis XII, après l'annulation de son mariage, et redevient reine de France, mais reste duchesse de Bretagne. Elle meurt le 9 janvier 1514 à Blois, affaiblie par les maladies et les multiples grossesses à l'âge de 37 ans. Centre Pompidou, samedi 15h. L'activité redouble en ce jour J-2 de l'inauguration du plus grand complexe culturel des temps modernes. Il aura fallu 7 ans de recherche et de travaux pour mener presque à son terme le projet artistique principal du président Pompidou. Le 31 janvier 1977 est inauguré le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, appelé Centre Pompidou ou Beaubourg. Mais pourquoi ce dernier a été créé et par qui? La décision de la construction du centre est prise par le président Pompidou en 1969 pour répondre à plusieurs préoccupations. Enrayer le déclin de Paris sur la scène artistique, favoriser l'expression d'une nouvelle forme d'art,
développer l'art contemporain et créer un monument qui représente l'architecture moderne du XXe siècle. En juillet 1971, le jury du concours international d'architecture décida de retenir le projet de Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini. En mars 1973 est décidé le programme de construction et le budget alloué à l'édification du centre. Le projet a failli s'arrêter en 1975, mais fut maintenu grâce au soutien du Premier ministre Jacques Chirac qui eut gain de cause. Le 31 janvier 1977, l'inauguration du centre a lieu en présence du Premier ministre, du Président et de Madame Pompidou. L'architecture du centre reçoit de nombreuses critiques parce que tout ce qui est normalement caché est ici montré. On le surnomme Notre-Dame de la tuyauterie. On lui reproche un équipement coûteux qui absorbe la première année 120 millions de francs, soit 1/7 du budget de la culture. Mais le centre et son architecture contestée remportent un large succès public. Prévu pour 5000 visiteurs quotidiens, il en accueillera finalement 5 fois plus. La plupart des visiteurs viennent pour voir les grandes expositions sur l'art, mais la bibliothèque publique d'information et sa médiathèque battent aussi des records d'affluence. Au cours d'une opération massive préparée dans le plus grand secret, la vieille Casbah a été verrouillée par 7000 hommes pendant que, sous la surveillance d'un hélicoptère, les forces de police fouillaient la ville arabe aux 1000 ruelles, maison par maison. Le 7 janvier 1957, les forces françaises encerclent le quartier musulman de la Casbah et passent au détecteur d'explosifs tous les habitants qui veulent en sortir. Mais pourquoi une telle démonstration de force ? Suite à plusieurs attentats du FLN, le général Massu a reçu de la part du ministre les pleins pouvoirs pour le secteur d'Alger et a sous ses ordres l'armée, mais aussi les CRS, la gendarmerie et les forces de police. Les forces armées fouillent les habitants à la recherche de bombes et arrêtent des suspects à tour de bras pour avoir des informations sur le groupe terroriste. Des interrogatoires qui ne servent à rien, puisque le 26 janvier, 3 bombes explosent dans 3 cafés fréquentés du quartier européen, qui font 5 morts et 34 blessés. Le 28 janvier, le FLN appelle à la grève générale en menaçant de mort les travailleurs, mais les parachutistes brisent la grève en quelques jours, ouvrant les magasins de force et allant chercher les travailleurs chez eux. Les mois suivants, l'armée découvre des bombes prêtes à être posées, et, avec l'aide d'indicateurs, démantèle petit à petit le mouvement du FLN, en arrêtant un des chefs qui, après avoir été torturé, sera exécuté. D'autres chefs du mouvement quittent alors Alger. En été 1957, ont lieu d'autres attentats faisant 10 morts dont 3 enfants et 92 blessés dont 32 amputés. L'arrestation d'un des leaders du mouvement le 24 septembre, puis la mort d'un autre chef le 8 octobre marque la fin de la bataille d'Alger. Ainsi, la bataille d'Alger se solde par une victoire militaire de l'armée française qui est parvenue à décapiter le FLN. Néanmoins, le prix de cette victoire est lourd. C'est sur cette note joyeuse que se termine cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à activer le petit pouce bleu et la cloche. Et si vous voulez voir ou revoir la première vidéo sur les origines et la vie du Père Noël, elle est disponible sur la chaîne. A bientôt.